Nucleon Smart Endpoint. Donc Nucleon Smart Endpoint qui est une solution de sécurité pour protéger les postes de travail et les serveurs. On parle de solution EDR, donc Endpoint Detection and Response. L'objectif de la solution, ça va vraiment être d'apporter une brique préventive sur le poste et également un système d'action à distance, notamment de rollback pour restaurer les données après une attaque par exemple. Donc l'objectif dans un premier temps, ça va être de faire un aperçu rapide du fonctionnement de la solution et de son administration. Ensuite, on fera une démonstration avec un ransomware et comment on interagit avec un malware de manière générale, quelles sont les étapes d'exécution et à quel endroit on va le bloquer. Et dans un dernier volet, on va voir comment on peut ensuite agir après une attaque, restaurer les données et remédier la machine de manière générale pour retourner à l'état normal après une attaque. Donc dans un premier temps, la solution se présente de la façon suivante. On va avoir un logiciel installé sur chaque poste de travail ou serveur à protéger. Donc de la même manière qu'un antivirus, mais de façon beaucoup plus légère ici, puisque tout ce que va faire l'endpoint installé sur la machine, c'est contrôler les événements en fonction de politiques de sécurité configurées par la console d'administration. On va parler de politiques de sécurité multilayer Zero Trust qui vont permettre d'intervenir sur la partie réseau et système. Donc ouverture de fichiers, exécution de fichiers, accès entre les processus, et également donc toutes les requêtes réseau qui peuvent intervenir et qui peuvent être effectuées par un programme. Donc je reviendrai sur cette partie-là plus tard dans la présentation. On va d'abord regarder comment sont gérées les politiques de sécurité qui vont justement apporter une barrière préventive en amont d'une attaque. Donc ici, on a différents types de politiques de sécurité qui vont permettre de s'adapter à chaque utilisateur. C'est-à-dire qu'on va avoir une politique pour différentes populations dans l'entreprise, par exemple, ou par profil d'utilisateur en fonction de leurs besoins et du contexte d'exécution d'application qu'ils ont. Donc l'objectif, c'est que une fois qu'on a déterminé ces populations, on va installer la solution en mode learning. Là, le mode learning est géré lui-même sur la politique, qui est une option qui va permettre de adapter automatiquement les politiques de sécurité au contexte métier de cette politique utilisateur. Donc on va avoir différentes options sur la politique. Dans un premier temps, on va mettre le mode learning pour apprendre des cas d'usage, apprendre quels sont les logiciels installés et quelles sont leurs actions. Et également apporter une barrière de protection concernant les données métiers spécifiques, concernant des bases de données, des fichiers de logiciels spécifiques en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. On va avoir également différents paramètres sur la politique et également des paramètres de rollback qu'on reverra plus tard. On verra plus tard comment c'est utilisé pour restaurer les données justement. Donc chaque politique va être associée à une application, enfin à des applications. On en a déjà pas mal de configurés par défaut dans la solution. Et Nucleon Smart Endpoint va, lui, comme je l'ai dit, apporter une couche supplémentaire avec la phase de learning qui dure environ 2 semaines pour apporter des règles contextualisées. Donc là, j'ai montré un exemple avec KeePass de comment fonctionne le système de règles. C'est un peu de la même façon qu'un firewall, sauf que là, on va être au niveau système et au niveau du poste. Donc ici, on a par exemple une règle simple de protection des données qui va nous dire que le processus qui passe, donc là, on a dans la source, processus qui passe a le droit de read, write des fichiers qui passent. Donc la cible, le fichier qui passe. Et là, c'est hello, donc ça veut dire que ça va être tout simplement autorisé. Et en dessous, on a une règle qui va nous dire any, donc n'importe quel autre processus qui veut read, write des fichiers qui passent sera bloqué. Avec différentes options, bien sûr, qui sont possibles. L'objectif ici, c'est vraiment d'apporter une couche supplémentaire de sécurité au niveau du système, à la fois sur la protection des données, comme je viens de le montrer ici, dans cet exemple, mais c'est appliqué aussi sur la partie réseau, la partie exécution, puisqu'il y a beaucoup d'outils qui peuvent être sensibles sur le système, et nous, on va limiter l'accès par défaut avec des politiques qui nous proposaient déjà un hardening assez solide sur la machine. Donc si on regarde simplement sur le poste de travail comment ça se traduit, ici j'ai un fichier qui passe, qui est sur mon bureau, donc si je l'ouvre, il va fonctionner puisqu'il va être ouvert avec qui passe, ça va, il n'y a pas de problème.
Et ici, si j'essaie de l'ouvrir avec un autre logiciel, par exemple, on va prendre Notepad, si on tente d'ouvrir le fichier qui passe avec Notepad, donc, qui n'est pas autorisé dans les politiques, hein. Donc là, on met tous les fichiers, password.kbdx. Si on essaie de l'ouvrir, voilà, c'est pas autorisé, le logiciel n'a pas le droit d'y accéder, et on a en plus une notification de sécurité qui va nous informer que l'accès n'est pas autorisé. Ça a été rejeté par l'administrateur. Après, tout est configurable aussi bien au niveau des politiques que même les messages qui sont affichés ici, tout est configurable dans la solution pour vraiment s'adapter au contexte et à la population d'utilisateurs qu'on souhaite protéger. Et ici, on a l'historique des notifications uniquement, donc l'interface utilisateur est très limitée. Le but, c'est d'avoir une administration centralisée dans la console qui va ensuite nous permettre d'administrer tous les agents en même temps et d'être alerté à un seul endroit lorsqu'il y a un problème. Donc ici, dans la console, si on y retourne, on a aujourd'hui, on voit qu'on a une notification de sécurité dans Data Protection. Donc c'est effectivement l'ouverture du fichier qui passe sur KBDX qui a été faite par notepad.exe. C'est exactement ce qui vient de se passer. Je peux cliquer dessus pour avoir plus de détails sur l'événement en question. On va retrouver des informations sur le processus même, ainsi que sa cible et le contexte d'exécution. L'utilisateur, l'adresse IP de la machine, le nom de la machine, à quelle heure ça s'est produit. Là, on va disposer de différents outils qui vont permettre de faciliter l'administration de la solution. Donc si on avait été en mode learning, automatiquement, ce cas d'usage aurait été appris, auquel cas on n'aurait pas eu besoin d'intervenir pour gérer en potentiel faux positif ou quoi. Et en mode protection, donc une fois que le déploiement est terminé, on va pouvoir du coup utiliser différents outils pour comprendre ce qui se passe. Donc on va d'abord utiliser l'outil Find Matched Policy par exemple pour identifier pourquoi ça a été bloqué, et ça va retrouver tout seul quelle est la règle qui est utilisée pour bloquer cet événement. Ensuite, on va avoir Wizard, par exemple, si on veut gérer cette exception. Donc là, dans le Wizard, par exemple, ça nous affiche que un petit résumé de l'événement, donc c'est bien celui qu'on avait à l'instant, la règle qui a été attribuée pour gérer cet événement, et là, on va pouvoir faire de l'autorisation automatique, ou alors ignorer pour dire cet événement, je ne veux pas le gérer, il restera bloqué, je ne veux juste plus être alerté, ou du custom, donc du pas à pas, qui va permettre de gérer pour dire, bah moi je veux pas que ça soit et je veux pas que ça soit uniquement qui puisse ouvrir ce qui passe, mais peut-être un autre logiciel, par exemple le logiciel de sauvegarde ou un Dropbox, quelque chose comme ça, qui n'aurait pas été autorisé par la phase de learning de la solution. Donc voilà la philosophie de la solution de manière générale. Ensuite, on a d'autres couches de sécurité qu'on abordera aussi sur la partie ransomware. Mais en attendant, on a également la partie vulnérabilité, qui elle va en fait permettre de voir en live quelles sont les machines les plus vulnérables, quels sont les programmes les plus vulnérables sur le parc, et tout cela de manière automatique. On n'a pas de scan à lancer, tout ce qui est ici est automatiquement généré. Et pour chaque vulnérabilité, du coup, on va pouvoir cliquer dessus pour avoir du détail. On va pouvoir identifier rapidement de quel CVE il s'agit. Donc une CVE, c'est un identifiant unique qui permet d'identifier une vulnérabilité connue sur un produit. Le produit en question qui est renseigné ici, la description, et ensuite des indicateurs de sécurité, d'impact et de risque. Ici, on a également des liens externes, ainsi qu'ici, on voit qu'on a un indicateur qui nous stipule que ce lien-là nous donne accès à un exploit public. Ça veut dire que cette vulnérabilité-là peut être facilement exploitable puisqu'on a déjà tout ce qu'il faut sur Internet pour compiler un programme qui va pouvoir exploiter cette vulnérabilité, par exemple. Et tout cela est généré de manière totalement automatique, sans avoir besoin de lancer de scan, comme je l'ai dit. Et dès qu'une nouvelle CVE va être publiée, on va être informé et pouvoir alerter du coup quelles sont les machines qui sont concernées par cette vulnérabilité et quelles sont les recommandations. Et ensuite, sur chacun des tableaux, on peut filtrer bien sûr sur chaque élément pour chercher spécifiquement ou faire même un export ici, pour télécharger un CSV directement. Donc maintenant, on va passer sur une démonstration avec un ransomware pour voir comment le multilayer Zero Trust va intervenir pour bloquer l'attaque à différents endroits, pas seulement sur un seul moteur. Le but du multilayer Zero Trust est vraiment d'apporter une défense en profondeur et de bloquer l'attaque à toutes ces étapes de son exécution.
Donc ici, nous sommes dans une machine virtuelle dans laquelle nous allons pouvoir exécuter un ransomware pour étudier son comportement. Donc cette fois-ci, notre agent est en mode détection ici, ce qui veut dire que les événements ne vont pas être bloqués, ce qui va nous permettre vraiment de comprendre toutes les étapes de l'attaque et de voir à quel endroit il aurait été bloqué si on était en mode protection, comme je l'étais tout à l'heure avec le fichier qui passe. Donc ici, je vais tout simplement ouvrir le malware en double-cliquant dessus, sachant que dans un cas réel, on aurait potentiellement une infection au travers d'une vulnérabilité du système, comme SMB, qui vient de sortir récemment, ou même des anciennes, ou alors un mail qui serait piégé et qui demanderait de télécharger une charge malveillante. Ici, on va passer cette étape d'infection, on considère que la machine va être infectée avec ce malware-là. Donc ici, on voit déjà qu'on a une première notification, une deuxième d'ailleurs. Donc là, il se passe beaucoup de choses sur la machine. Et évidemment, comme on est en mode détection, tout va se produire. Et ici, dans l'historique, on va voir du coup tous les événements qui se passent. Donc on va retourner au tout début, on voit bien que la première exécution aurait été bloquée, hein. Ensuite, on a des requêtes réseau sur des commandants de contrôle, l'accès à différents processus, sûrement pour vérifier quels sont les antivirus installés, quels sont les éléments sur le système qui sont actuellement exécutés. On voit ici, le processus s'exécute lui-même. Voilà, ici on a des informations assez réduites, le but n'est pas d'investiguer ici, ici on est juste notifié des éléments qui ont été identifiés comme bloqués sur cette machine. Donc on va déjà pouvoir faire une première passe sur la console d'administration pour voir ce qui s'est passé. Donc si on va sur la console, on voit ici qu'on a déjà eu quelques notifications. Donc tout à l'heure, on a eu la notification de notre pad ici pour le fichier KBDX, mais le reste est lié à notre malware a priori. Donc on voit ici qu'on a différentes alertes d'analyse qui se sont déclenchées, avec la première a priori ici, puisque c'est Explorer qui exécute stop. Et voilà, tout ça c'est lié à notre attaque stop.exe, donc le ransomware qui va être exécuté. Donc on va pouvoir cliquer dessus, et encore une fois on a différents détails qui vont être la source qui a exécuté le programme, la cible, on voit ici qu'il n'est pas signé. On a ces hash qui vont pouvoir être utiles pour d'autres cas. Et ici, on a la raison pour laquelle le fichier est bloqué. On va pouvoir, par exemple, ouvrir le fichier en analyse pour comprendre pourquoi il a été bloqué. Donc ici, on peut cliquer dessus directement et on voit qu'on a bad antivirus réputation. Donc, étant donné qu'on s'interface avec VirusTotal, on sait exactement quel est le risque lié aux antivirus qui connaissent ce malware-là. Donc là, il n'y a pas de doute, hein, il est malveillant puisqu'on est à 59 détections sur 74 antivirus. Et ici, notre modèle de machine learning, donc le modèle de Nucléon, qui va lui s'adapter en permanence avec tous les feeds et toutes les sources de malware connues qui existent, et du coup apprendre en permanence et s'améliorer en permanence sur ce dataset de données-là. Ici, on est vraiment sur quelque chose qui est quasiment à 100% malveillant, donc c'est unanime, c'est bien une attaque. Donc on va retourner, on va pas faire tous les cas ici, hein. On va aller voir sur notre machine si on a des nouveautés. Voilà, là on voit ici que nos fichiers docx qui étaient sur le bureau se sont transformés en fichiers LYPD. Donc nos fichiers ont été chiffrés, hein, c'est le but du ransomware. Voilà, on voit les modifications de fichiers ici, hein. Il demande des accès en lecture, écriture et renommage sur chacun des fichiers qui étaient sur mon bureau. Donc là on voit bien, c'était bien des fichiers doc. Voilà, donc tous les fichiers ont été chiffrés et le malware a fait son travail. Il a même ici, on voit qu'il a été dans le fichier host avec un accès d'écriture, ce qui est normalement donc bloqué. Encore une fois, on a des politiques qui vont apporter du hardening sur différentes aspects sur le système. Donc là, on a vraiment une couche assez solide à ce niveau-là, et c'est pour ça que ça nous permet d'identifier rapidement que le fichier host a été touché. Donc encore une fois, votre protection, ça ne serait pas arrivé, mais là on va pouvoir regarder le contenu du fichier host. Si on fait type host, voilà, on voit que le fichier host a été modifié par le ransomware et que tous les domaines liés à la sécurité ou liés à des outils qui permettraient de restaurer la machine
ou de se débarrasser du malware sont tous sur une résolution locale, donc c'est comme si on ne pouvait plus y accéder, hein. Tous les antivirus sont là, toutes les solutions de sécurité qui pourraient restaurer la machine sont là dans ce fichier host. Donc là, on voit que la machine est totalement vérolée. On a eu différentes souches qui ont été exécutées, hein. On voit update win 1, update win 2 qui ont été exécutées. Donc la machine est vraiment euh, complètement infectée. Donc on va pouvoir, pour mieux comprendre l'attaque, utiliser un outil qui est l'investigation. Donc si on clique sur l'investigation va nous permettre de retracer le flux d'exécution de l'attaque en étudiant un petit peu le fil d'exécution de chacun des processus et de ses activités. Donc là on est sur un malware assez bavard qui fait beaucoup de choses. Donc là si on reprend le début, hein, là Explorer Execute Stop, ça c'est mon action manuelle que j'ai faite. Et ensuite il a fait différentes choses, donc il a exécuté un outil pour changer les droits de fichiers, il a accédé à différentes adresses IP, il s'est exécuté lui-même et peut-être avec une option. Donc là si on clique dessus, on a la ligne de commande qui a été utilisée, donc il s'est exécuté avec une ligne de commande pour du coup déclencher plus d'actions. On voit qu'il a téléchargé qu'il a déposé une autre charge, donc update win, encore une fois on a tous les détails, et c'est du coup à ce moment-là qu'il a été chiffré de documents qui étaient sur mon bureau. Différents accès encore sur des adresses réseau, voilà, c'est ici qu'il a modifié notre fichier host. Voilà, on a vraiment tous les détails de l'exécution. Encore une charge qui a été exécutée là avec une ligne de commande. Donc, si on va voir la ligne de commande, on voit que il fait un toss kill donc pour se kill lui-même. Cet élément-là va se kill lui-même puis se supprimer lui-même. Donc encore une fois là, là on a le détail de la commande et même s'il s'est supprimé lui-même, nous on a toujours la capacité au travers de la partie analyse de récupérer la souche malveillante si on a besoin de faire une analyse plus approfondie. Donc ici on a encore une fois donc le nombre de détections 44 sur 74 pour cet élément-là de l'attaque. Et on va pouvoir faire download pour avoir du coup la charge malveillante directement. Donc maintenant qu'on a fait cette partie-là, je vais aller rapidement sur la partie world map pour montrer du coup la partie connectivité réseau. Puisque comme on collecte beaucoup d'informations sur le poste, on va du coup pouvoir également cartographier les requêtes réseau. Et on voit ici qu'il y a des requêtes qui ont été bloquées, normalement qui ont été bloquées. Donc on voit en Ukraine, donc ça c'est notre malware, hein, qui a fait, on a vu ça dans l'investigation à l'instant, et c'est jto.top qui est également un domaine qui a été accédé. Encore une fois, on peut cliquer dessus pour retrouver dans la vue des événements quelles sont les requêtes réseau qui ont été faites. Donc là on voit que le malware a fait les requêtes réseau ici, et on voit également que VirtualBox fait les requêtes réseau puisque je suis dans une machine virtuelle, donc évidemment on voit également les requêtes réseau passer sur VirtualBox. Donc on va se retrouver tout de suite pour faire une restauration de la machine avec les remote actions pour restaurer la machine à son état antérieur et restaurer surtout nos données qui ont été chiffrées par le ransomware. Donc l'attaque s'est bien produite sur notre ransomware, on a bien tous les éléments ici dans l'interface qui nous permettent de comprendre cette attaque et comprendre ce qui s'est passé. On a bien vu l'accès à nos données, le fichier host qui a été modifié, on voit également qu'il y a du PowerShell qui a été exécuté. On a tous les outils d'investigation nécessaires. Maintenant, on va pouvoir également donc faire des actions à distance sur la machine pour investiguer, mais aussi pour pouvoir restaurer les données par exemple. Donc, au travers du menu Action ici sur chaque événement, on va pouvoir faire différentes choses. Donc, kill le process, kill le target, récupérer la mémoire, télécharger à distance des fichiers, les supprimer à distance. Et en plus radicalement, on peut directement faire de la rémédiation à distance, qui va permettre de nettoyer la machine et de restaurer les fichiers qui ont été touchés par cette attaque à un état antérieur. Donc là, je vais directement utiliser cet outil-là pour justement comprendre comment va fonctionner Nucleon Smart Endpoint pour restaurer les données. Donc ici, on voit que on va créer différentes remote actions et la première, ça va être d'isoler le poste. Donc le poste va être isolé du réseau pour éviter qu'il puisse se propager sur d'autres machines le temps qu'on fasse les différentes actions à distance. Donc, là, c'est la première action qui est demandée. Ensuite, en deuxième action, on va kill le process qui était à l'initiative de l'action.
Donc là, c'était stop.exe, notre malware. Et on va également aller terminer tous les processus FIS qui sont liés à ce processus. Sachant que, étant donné qu'on a toutes les données de visibilité qui sont sur la solution, on sait exactement quel processus a été exécuté par ce malware, mais aussi tous les processus FIS exécutés par ces FIS. Donc on a toute la chaîne d'activité et on va pouvoir vraiment accéder à toute la chaîne pour terminer l'ensemble de l'attaque, et pas seulement le processus de base. Ensuite, on va avoir l'action de rollback qui va restaurer nos fichiers qui ont été touchés par ce processus-là et ses enfants, avec l'option remédiate activée, donc l'option remédiate qui va permettre également de supprimer les données qui auraient été nouvellement créées par ce malware, supprimer les scripts qu'il aurait créés, ou alors supprimer ce malware lui-même qui a infecté la machine. Et ensuite, on va enlever l'isolation pour dire, bon, bah, c'est terminé, la machine va être saine à nouveau, et on va pouvoir du coup la remettre à un état normal de fonctionnement. Encore une fois, on peut modifier et ajouter des remote actions pour si on souhaite ajouter par exemple un dump de process avant de faire la rémédiation ou des choses comme ça. On peut rajouter tout un tas d'actions à distance si on le souhaite pour l'investigation. Ce playbook du coup est préconfiguré. On n'a plus qu'à cliquer sur créer pour lancer la rémédiation. On a quelques confirmations qui vont confirmer qu'on veut bien faire cette action-là. Et du coup, on voit que sur ma machine, on a 4 remote actions qui ont été créées, avec le rollback ici qui va restaurer nos fichiers. On n'a pas encore de fichiers à restaurer puisqu'on est encore en mode création. Et je vais dès à présent aller sur la machine. Voilà, donc là ça a été relativement rapide, puisqu'on voit que les fichiers doc sont revenus, et que le malware lui-même a été supprimé. Les fichiers NYPD qu'il avait créés ont été supprimés également, et si je vais vérifier dans mon fichier host, le fichier host a été restauré également à son état initial. Donc là, on a vraiment récupéré la machine comme elle était avant. Et tous les éléments donc, qu'on a vus ici ne sont plus présents du tout sur la machine. Si on actualise ici, voilà, on voit que tout a été complete. Il y a eu une demande de 228 fichiers qui ont demandé à être restaurés. Et on voit que 40 ont été restaurés puisque la plupart de ces fichiers n'avaient pas été modifiés. Donc, on restaure uniquement ce qui est nécessaire.